3 minutes pour que vous puissiez vous présenter, dire d'où vous abordez ce sujet-là, d'où vous parlez, puisqu'on a du coup 3 points de vue assez complémentaires et diverses. Et voilà, donc je laisse d'abord la parole à... Allez-y. Non, c'est pas nécessaire de maintenir. Oui, moi je suis donc Cédric Dolin, le président de Généalogistes de France, qui est l'organisation représentative des généalogistes professionnels, c'est-à-dire à la fois des généalogistes familiaux et des généalogistes successoraux qui travaillent en partenariat avec des notaires pour fixer des dévolutions successorales, donc d'un point de vue juridique. Mais dans les deux cas, évidemment, ce débat nous intéresse en premier lieu. Il nous intéresse et pour autant on n'a pas une position tranchée et on ne cherche pas à avoir d'ailleurs une position tranchée à vous dire est-ce qu'il faut légaliser ou pas légaliser. Nous, ce qui est important, c'est de voir ce que l'on pourrait faire et surtout quelles garanties on pourrait apporter, puisque je vais peut-être être un peu provocateur, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui la légalisation, elle est à la fois inéluctable et inutile. C'est inutile parce que le système est très largement contourné et inéluctable parce que c'est dans l'air du temps. Il y a une majorité, en tout cas de Français, qui semble être favorable à cette légalisation. De notre point de vue, il y a plusieurs choses, et c'est sous cet angle-là, d'ailleurs, que j'apporterai des commentaires sur ce qui a été dit. C'est qu'il faut distinguer 3 types de tests. Les tests à visée médicale, ce que vous avez fait, et là-dessus, nous, on n'a pas tellement d'expertise, donc on ne va pas vous dire si c'est fiable, pas fiable. Voilà. Les tests de connaissance des origines, il faut distinguer le besoin de connaissance, qui me paraît être le cas notamment de gens qui sont nés d'un don de sperme, qui sont nés sous X. Il y a un véritable besoin, donc il faut en tenir compte. Et il faut les distinguer des tests généalogiques plus lointains, aux origines plus lointaines, où là, c'est la curiosité qui est en jeu. Ce n'est pas du tout la même dimension, et je pense qu'il faut en tenir compte. Et ensuite, analyser les choses en fonction de la fiabilité. Donc ça, c'est un débat d'ordre scientifique. Moi, je n'interviendrai pas là-dessus. En fonction de la dimension économique, avec une balance entre la charge pour la société, vous l'avez rappelé tout à l'heure à plusieurs moments, il ne faut pas que ce soit une charge supplémentaire pour la société. Aujourd'hui, on cherche plutôt des ressources, donc il faut également tenir compte. Et inversement, il y a peut-être le potentiel d'un développement économique, de développer un secteur économique autour de ces tests. Donc il faut également en tenir compte. Et enfin, et c'est surtout ça qui a guidé notre réflexion, nous, depuis quelques années, c'est la sécurité juridique. Sécurité juridique avec 2 grands axes, celui de la protection des données et également celui du consentement, puisque ça a été rappelé hier, le test généalogique, même ludique, même pratiqué à l'étranger, il engage en fait non pas sa personne, mais il engage toute une famille, ses enfants, nés ou à naître, comme on dit dans les contrats d'assurance vie, mais également ses parents, ses ancêtres. Enfin, voilà, il engage plus qu'une simple personne, donc également, il faut en tenir compte. Cette notion de consentement, elle doit être vue en fonction aussi des situations, qui est l'accouchement sous X, la PMA. Moi, j'attire votre attention aussi sur l'adoption plénière, qui est quand même une situation très particulière. Est-ce qu'il n'y a pas un danger vis-à-vis de l'adoption plénière ? Voilà. Et en tout cas, est-ce qu'il ne faut pas faire en sorte que si demain il y a une légalisation, cette notion de consentement ne puisse pas être rétroactive en quelque sorte, que les gens avec qui on s'est engagé par le passé, notamment les mères qui ont accouché sous X, eh bien faire en sorte que effectivement la confidentialité soit vraiment respectée, qu'il y ait vraiment un garde-fou. Voilà. Merci beaucoup. Bon, là, on est juste pour l'instant la présentation un petit peu de votre rôle, et puis après, on ira dans le fond de chacun des scénarios. Allez-y, monsieur Tissot. Ah non, pardon, c'était pas le bon bouton. Excusez-moi. Donc moi, je suis Adrien Tissandier. Alors, je suis maître des requêtes au Conseil d'État. Maître des requêtes, ça va pas vous parler beaucoup. C'est un grade en réalité qui date de la monarchie. Donc, en fait, je suis moi juge administratif et conseiller juridique du gouvernement. C'est les 2 missions du Conseil d'État, c'est de trancher les litiges qui peuvent s'élever entre l'État et les citoyens, les entreprises, les associations. Et l'autre rôle, c'est de conseiller le gouvernement sur un plan juridique et administratif, c'est-à-dire
Les membres du Conseil d'État sont des personnes qui exercent aussi dans l'administration, et donc on a une connaissance de l'État qui permet de dire au gouvernement ce qui, pratiquement, en termes administratifs, est faisable, souhaitable, etc. Et donc on conseille le gouvernement à la fois sur ses projets de textes législatifs, mais aussi réglementaires. Et on a un rôle aussi de conseil pour les parlementaires qui portent des propositions de loi et qui peuvent nous saisir. Donc on est aussi conseiller du gouvernement. Et puis moi j'ai une autre étiquette en ce moment qui est celle du CCNE, puisque je conseille sur le plan juridique le comité sur la rédaction d'un avis. Vous savez qu'il y a une loi bioéthique qui doit être faite tous les 6 ou 7 ans. Et donc le comité consultatif produit un avis et se questionne sur tout un tas de questions qui posent des problèmes d'ordre éthique. Et moi, je suis conseiller juridique pour le CCNE à ce titre. Donc voilà, je suis un peu à l'interface de ces deux mondes, ce qui a fait qu'on m'a sollicité aujourd'hui et je suis ravi d'être là. Bonjour, donc moi je suis Antoine Depeau, je suis conseiller en génétique à l'Institut Curie. Depuis 20 ans, je travaille à l'Institut Curie depuis 2005. Donc mon champ de compétences, c'est bien sûr la génétique, mais surtout les prédispositions génétiques au cancer, parce qu'à l'Institut Curie, on soigne le cancer. Donc voilà, c'est mon domaine de compétences. Je suis aussi membre du bureau de l'Association française des conseillers en génétique, membre du bureau du groupe génétique et cancer, le groupe national qui réfléchit à la prise en charge des familles atteintes de prédisposition au cancer. Alors, conseiller en génétique, ça parle peut-être d'ailleurs à personne. En fait, c'est un nouveau métier, enfin je dis nouveau maintenant, mais c'est un métier qui a été créé lors de la révision de la loi de bioéthique de 2004, devant le besoin justement de médecins généticiens pas assez formés pour accompagner les familles avec l'explosion des tests génétiques à visée médicale. Pour accompagner les patients, les familles, ils se sont dit c'est un métier qui existe au Canada, dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Canada, Australie depuis longtemps. Il faudrait peut-être créer ce métier en France pour justement créer des professionnels compétents pour accompagner les personnes qui font ces tests génétiques. Donc depuis 20 ans, des conseillers en génétique sont formés chaque année en France. On est aujourd'hui plus de 300. J'ai entre 300 et 400. Il y a 3 masters. Il y en a un à Marseille qui est pour l'instant en pause, un à Paris et un à Lyon. Et donc chaque année, entre 30 et 40 conseillers en génétique qui sont formés. Voilà, donc pour vous imaginer un peu la chose, c'est les conseillers en génétique par rapport aux généticiens sont un peu ce que sont les psychologues par rapport aux psychiatres. Donc on a une formation scientifique, mais pas médicale. Mais on est là pour accompagner les familles. Depuis la révision de la bioéthique de 2001, on a la possibilité de prescrire des tests génétiques comme les médecins généticiens, de restituer des résultats d'analyse génétique aussi. Voilà. Donc on travaille dans des services de génétique sous la responsabilité légale de médecins généticiens. Donc il n'y a pas de conseiller en génétique qui travaille seul dans des cabinets. On travaille dans des équipes de génétique en milieu hospitalier. Voilà un peu pour présenter le métier et ce que je fais. Voilà. Et donc je peux vous dire aussi, je rencontre des patients dans lesquels on va suspecter l'existence d'une prédisposition génétique, mais j'ai été aussi amené à rencontrer des personnes qui ont réalisé des tests génétiques en accès libre sur Internet, qui ont révélé la présence d'altérations génétiques potentiellement causales, et de les recevoir en consultation pour discuter de l'implication que ça peut avoir pour eux, de confirmer des résultats obtenus de ces sociétés privées étrangères. Donc voilà, j'ai une petite expérience aussi par rapport à des consultations que j'ai faites dans ce cadre-là. Donc je serai là pour répondre à vos questions si besoin. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que peut-être que la réaction pourrait se faire par type d'usage, puisque c'est un petit peu ça la distinction qui ressort là de cette première journée de travail. On peut prendre peut-être une vingtaine de minutes pour parler de l'aspect légalisation ou non légalisation des tests génétiques en accès libre à visée de connaissance de ses origines. Et puis après, on passera plutôt à l'aspect médical si ça vous va. Donc sur l'aspect peut-être connaissance de ses origines, on pourrait peut-être commencer par vous, Monsieur Dolin, et puis après on découlera la suite des retours sur l'aspect vraiment légalisation ou non légalisation. Vous avez déjà commencé à aborder certains points, mais si vous voulez approfondir, voilà. Oui, bien sûr. Sur la légalisation, alors moi je partirais aussi des 2 premiers exposés qui étaient donc favorables à une légalisation de la connaissance des origines. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment distinguer le besoin de la simple curiosité. Je crois qu'il faut vraiment s'entendre là-dessus. Et sur ce besoin, il faut l'entourer d'un maximum de garanties.
notamment sur la collecte des données et sur la protection des données. Sur la collecte des données, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous puissiez, c'était le cas du second groupe, mettre en valeur le réseau des pharmacies. Économiquement, je crois que c'est un réseau qui est en pleine mutation. Il y a beaucoup de rachats, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent dans ce milieu. Je trouverais ça assez intéressant, effectivement, de pouvoir bénéficier de ce réseau parce qu'il y a une certaine fiabilité dans la prise d'informations. Ça met en valeur, effectivement, un réseau auquel on est tous, en tant que citoyens, assez attachés. Et je crois que ça tord aussi un petit peu le cou à la distinction un peu facile qu'on a pu faire tous entre la collecte physique en présentiel, si je puis dire, et puis celle qu'on fait à distance par Internet. Je pense qu'on peut tout à fait imaginer qu'au lieu d'envoyer son test aux États-Unis, on peut l'envoyer à la pharmacie, même de Lille ou de Marseille, mais en tout cas de l'envoyer à une pharmacie, ça me paraît très intéressant. Autre point, il faudrait peut-être aussi se poser de la question, vous y avez peut-être réfléchi auparavant, je suis désolé, je n'ai pas évidemment assisté à tous les débats, c'est aujourd'hui comment le système est contourné, parce que ça nous donne aussi des indications. Je veux dire, pourquoi le système est contourné, comment il est contourné, est-ce que les gens se déplacent en Belgique, est-ce qu'ils envoient un courrier, enfin ils envoient le prélèvement en Belgique ou en Espagne, et ce prélèvement est envoyé ensuite aux États-Unis. Voilà, tout ça mériterait aussi d'être un petit peu éclairci. Et dernier point, c'était sur la sanction. C'est pareil, c'est aujourd'hui, il n'y a pas d'application. Je crois pas. Enfin, je me tourne vers mon voisin, mais je ne crois pas qu'il y ait de jurisprudence, en tout cas, avec des condamnations pour une personne qui a pratiqué ce test. Aujourd'hui, il faudrait analyser comment le système est contourné, parce que finalement, ces entreprises, elles sont toutes à l'étranger, principalement, je crois, en Israël et aux États-Unis. Il est très difficile de les sanctionner. Et finalement, ces entreprises respectent plutôt la règle, puisqu'elles refusent aujourd'hui d'envoyer les tests en France. Donc, ce n'est pas tellement ces entreprises qu'il faut sanctionner, c'est plutôt le particulier qui, par désir ou par besoin de connaissance des origines, va solliciter ces entreprises, mais de manière illégale, mais sans que ces entreprises puissent le percevoir, puisque ces tests sont ordonnés depuis des pays voisins. Et dernier point, c'est une question qui mérite sans doute d'être précisée, c'est comment les choses se passent effectivement dans les pays voisins. En Espagne, en Belgique notamment, où en Belgique il y avait quand même des sujets sur les origines, notamment, il y a des sujets historiques en Belgique. Est-ce que finalement ça a entravé une certaine forme de paix sociale, parce que au fond, on est en train de discuter de la réalité biologique contre la réalité culturelle ou juridique. Notre droit est fondé sur cette réalité culturelle et non pas sur la réalité biologique. D'ailleurs, comme tous les sujets complexes, on est face à de nombreux paradoxes. D'un côté, le droit des successions évolue vers davantage de consentement, de volonté et moins de biologique. Et par compensation, sans doute, nos concitoyens veulent faire des tests pour connaître la réalité biologique de leur filiation. Vous voyez, mais tous les grands sujets de société, après tout, font apparaître ce genre de paradoxe. Voilà, il faudrait voir ça. Il y a un point que je n'ai pas évoqué. Je suis désolé, c'est peut-être un peu confus. C'est par rapport il y a la collecte des données, mais il y a surtout la protection des données. Et est-ce qu'il ne faudrait pas, à l'échelle d'un pays, c'est sans doute difficile, surtout quand ces données n'ont pas encore été collectées, mais est-ce qu'il ne faudrait pas profiter que des pays soient déjà un petit peu en avance pour créer une espèce d'agence européenne qui permette effectivement de conserver ces données et de les limiter, que ces données ne se dispersent pas, ne fuitent pas. Voilà. Je suis désolé, j'ai plus de questions que de réponses. Alors, j'ai pas eu l'occasion de le faire tout à l'heure, mais moi, je voulais d'abord vous féliciter pour la qualité de vos réflexions. Enfin, c'est un sujet que je connais mal, moi. J'ai un point de vue juridique sur la question, mais c'est un sujet que je connais en réalité assez mal, enfin beaucoup moins bien que mes deux collègues. Donc voilà, je voulais d'abord vous féliciter. Je trouve que c'est un débat très riche et vraiment, je pense que vous avez mis sur la table à peu près toutes les questions. Il y en a beaucoup, enfin toutes les questions et effectivement,
À ce stade, je pense qu'il y a peut-être plus de questions que de réponses. Alors, sur la légalisation, je pense qu'il y a deux questions. Il y a légalisation oui-non. Et puis, dans un cas comme dans l'autre, c'est comment. C'est peut-être là que c'est le plus difficile. Oui-non, pour vous donner un éclairage juridique, mais qui est très bref, moi, je ne vois pas a priori d'obstacle d'ordre constitutionnel ou dans le droit européen, en tout cas pas un obstacle de principe à la légalisation des tests génétiques. Alors moi, je vous dis ça, c'est mon point de vue personnel. Il y a des juges qui doivent se prononcer là-dessus, in fine, le juge constitutionnel, le juge européen. Donc voilà, prendre avec des pincettes, mais a priori, je ne vois pas d'obstacle de principe. Le principe qui pourrait éventuellement faire obstacle, c'est le principe de dignité de la personne humaine, qui est un principe qui a été reconnu comme ayant valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel et auquel participe l'indisponibilité, la non-patrimonialité du corps humain et donc potentiellement de son patrimoine génétique. Je crois que là, en termes de constitutionnalité ou non, tout est aussi dans le comment, avec quelle garantie, dans quel cadre. Et donc, pour répondre à cette question de la légalisation, en réalité, sur oui-non, ce qui compte vraiment, c'est le comment. Comment est-ce qu'on construit un cadre qui permet de sauvegarder un principe, ou du moins d'y porter une atteinte qui est strictement nécessaire au but recherché. Et le but recherché, du coup, quel est-il ? Il y en a potentiellement plusieurs dans ce que j'entends. Il y a la recherche des origines, qu'on peut rapprocher de l'identité de la personne et de la recherche de son identité, de son histoire, de sa vie personnelle. Et puis il y a l'aspect plus médical. Donc là, c'est un objectif un peu plus collectif de protection de la santé. Et sont des objectifs qui sont tout à fait légitimes et qui peuvent justifier une forme d'atteinte à condition qu'elle soit proportionnée au principe de dignité de la personne humaine et donc au fait qu'on exploite des données génétiques. Voilà, ça c'est, je brosse très large, mais voilà, vous vous situez aussi dans ce cadre qui est à la fois très sensible et protégé à des niveaux multiples. Il y a le niveau constitutionnel et puis il y a le niveau européen aussi. On parlait de protection des données. Ça vous a été dit, je crois, par une avocate, mais les données de santé sont des données sensibles, donc ce sont des données personnelles au sens du RGPD, donc du Règlement européen sur la protection des données, qui est traduit dans notre droit national par la loi informatique et liberté. Donc ce sont des données médicales sensibles qui, en elles-mêmes, déjà font l'objet d'une protection importante, avec un principe de consentement, de conservation limitée dans le temps et la possibilité pour la personne de retirer son consentement. Voilà, donc on entre déjà dans un... Les juristes, vous savez, c'est des gens qui ont tendance à mettre les choses dans des cases. Et donc il faut bien avoir conscience que quand vous rentrez dans la légalisation, ensuite il faut voir dans quelle case potentiellement vous vous inscrivez. Donc il y a la protection des données, mais il y a aussi d'autres droits qui vont potentiellement être concernés, puisque s'il y a une activité économique, il y a le droit de la consommation qui peut entrer en jeu aussi, qui peut être à la fois un cadre, jugé suffisant ou non. Et donc voilà, vous voyez que tout ça pose finalement des questions très concrètes de comment légiférer. Est-ce qu'il faut une loi autonome ? Est-ce qu'on considère que simplement on autorise et qu'ensuite c'est d'autres cadres existants qui prennent le relais, donc la protection des données, le droit de la consommation, etc. Ou est-ce qu'on fait une loi à part entière parce qu'on considère que c'est un sujet qui est suffisamment complexe et sensible pour avoir son propre corpus juridique. Et puis cette question du comment, elle se pose aussi dans le troisième scénario, qui est le maintien de l'interdiction. Il y a l'air d'avoir un consensus sur le fait que l'interdiction, elle est pas vraiment respectée et que donc elle n'est pas effective. Alors je ne sais pas s'il y a de la jurisprudence sur le fait de sanctionner l'usage parce qu'il y a deux choses qui sont potentiellement répréhensibles, enfin trois choses même. Il y a l'usage par une personne individuelle, il y a le fait de proposer ses services, alors que c'est pour un opérateur, alors que c'est interdit. Et puis je crois que depuis la dernière loi bioéthique, il y a le fait d'en faire la publicité aussi. Alors peut-être que sur l'un de ces trois aspects, il y a eu de la jurisprudence, mais j'en ai pas connaissance. Moi, j'ai peut-être un conseil là-dessus à vous donner sur la légalisation. Ce qu'on fait beaucoup, nous les juristes, c'est ce qu'on appelle le parangonnage. C'est la comparaison internationale. Quand on
quand on pense à un nouveau dispositif législatif, réglementaire, on a tendance à regarder ce qui se fait chez nos voisins. Parce que, à la fois, voilà, ils se sont posés probablement toutes les bonnes questions, et en plus, ce cadre a été éprouvé par la réalité. Et donc, ça permet aussi de voir à quel point est-ce qu'il a résisté à la réalité. La réalité a toujours plus d'imagination que le législateur, le juriste. On ne peut pas tout envisager, c'est impossible. Et donc, voilà, le fruit de l'expérience, c'est très précieux. Et je crois qu'il faut en particulier s'intéresser à ce qui se fait chez nos voisins européens, parce qu'ils partagent une partie du cadre juridique qui est le nôtre, notamment sur la protection des données et les droits de la consommation. Et donc je crois en particulier en Allemagne, mais je crois que le modèle britannique est aussi intéressant, alors même s'ils ne sont plus membres de l'Union européenne. Mais je crois qu'il est aussi intéressant et il correspond en fait au premier scénario s'agissant du Royaume-Uni. Au deuxième, c'est plutôt celui de l'Allemagne avec l'usage médical qui est quand même très restreint. Voilà, et puis la France, c'est le troisième scénario, mais voilà. Et puis juste un dernier point sur les données de santé, mais alors ça, je ne suis probablement pas le plus compétent ici pour vous en parler. Mais il me semble qu'il y a un établissement public qui est le Health Data Hub en France, qui recueille tout un tas de données de santé. Voilà, et je pense qu'eux ont probablement des réponses et des pratiques en lien avec le RGPD qui peuvent vous éclairer. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être juste une toute petite précision. Est-ce que vous pourriez définir le principe de dignité humaine et de non-patrimonialité du corps humain, juste pour qu'on soit au clair sur les définitions et puis... Oui, en lien avec... En quoi ça pose des questions sur ce sujet-là, tout à fait. Alors, c'est un principe qui a été découvert par le juge constitutionnel, qui trouve son origine dans le préambule de la Constitution de 1946, dans laquelle est affirmé que les personnes ont des droits inaliénables et sacrés. Et puis, dans la jurisprudence du Conseil d'État, c'est pas tout à fait la même origine, ça vient de l'ordre public. C'était cette fameuse affaire Borsan-sur-Orge, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une affaire de lancer de nains. Et on a considéré que l'autorisation d'une telle manifestation portait atteinte à la dignité de la personne humaine, parce qu'on faisait d'une personne il y avait une forme de marchandisation de la personne pour ce qu'elle était. Donc le principe de dignité de la personne humaine, il n'est pas évident à définir parce qu'il n'a pas été beaucoup appliqué en réalité. Il existe, mais il n'a pas été beaucoup été appliqué. Il a été appliqué en matière de bioéthique pour les recherches sur l'embryon, et il pose certaines limites en réalité sur l'usage qui peut être fait de l'embryon, et donc ces limites en l'occurrence c'est à des pures fins médicales. Donc j'espère avoir à peu près répondu à la question. Oui, tout à fait. Du coup, en quoi, en lien avec ce sujet des tests génétiques en accès libre, ça pourrait se poser? Là, c'est difficile parce que c'est au juge constitutionnel de vous le dire. Le patrimoine génétique, il fait partie de la personne. C'est même un élément assez fondamental de son identité, et donc le Conseil constitutionnel pourrait considérer qu'un usage à des fins, par exemple, purement commerciales de ces données serait contraire au principe de non-patrimonialité du corps humain et de dignité de la personne humaine. Et voilà, encore une fois, je vous dis ça, c'est mon point de vue personnel et c'est exploratoire parce qu'il n'y a pas de jurisprudence, en l'occurrence, là-dessus. Alors, je pense que je vais être assez court sur cette partie-là, parce que je pense que sur cette question de l'accès aux origines, je suis un peu un citoyen comme vous, donc j'ai mon avis, et je pense qu'on ne m'interroge pas sur mon avis sur cette question-là, donc je garderai bien de le donner. Néanmoins, je pense qu'il faut rappeler que donc, la donnée génétique, comme ça a été dit, c'est une donnée sensible, qui ne concerne pas que la personne, mais qui concerne aussi sa famille. Donc faire le choix de faire un test génétique, c'est aussi révéler des informations potentielles sur sa famille, se révéler des secrets de famille. Et que donc, voilà, cette dimension-là, elle est aussi à prendre en compte. Et puis, ça a été évoqué aussi la question du consentement. C'est un autre quotidien. On recueille le consentement des patients qui font des tests génétiques. Donc là, c'est, à ma connaissance, ces sociétés privées qui font des tests génétiques sur Internet ne recueillent pas le consentement des personnes. Les personnes font un test par curiosité ou pour connaître des origines. Mais finalement... derrière, je ne sais pas si ces personnes sont vraiment bien informées des risques qu'elles prennent de faire ces tests génétiques.
Bon, on a dû vous dire, je n'étais pas là aussi pendant tous les échanges, mais quand 2018, 23andMe a vendu ses données à une société britannique, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que une donnée génétique toute seule pour faire de la recherche, bon, pourquoi pas, mais en fait, si vous associez une donnée génétique à une donnée qu'on dit phénotypique, c'est-à-dire liée à des caractéristiques d'une personne, là, vous constituez une base de données gigantesque, énorme, qui a une valeur marchande très importante. Donc la question, c'est est-ce que quand vous faites un test génétique, vous donnez des informations qui ne concernent que la donnée génétique, ou est-ce que vous donnez des informations sur la couleur de vos cheveux, de vos yeux, sur vos antécédents de diabète, voilà. Donc je pense qu'il faut aussi voir quand on fait un test génétique s'il y a le génotype, c'est-à-dire la caractéristique génétique de la personne, et il y a le phénotype. Quels sont les traits associés à ces caractéristiques génétiques? Donc je pense que si on associe la donnée génétique à la donnée phénotypique, c'est une source très importante de revenus potentiels pour des sociétés privées qui pourraient revendre vos données à des sociétés, à des assurances, à des boîtes de recherche, des big pharma. Donc voilà, si les gens sont informés dans une signature d'un consentement en disant vous donnez ces données et que la société pourra revendre vos données à d'autres sociétés, si c'est fait en connaissance de cause, le client est libre de dire moi j'ai pas de problème à ça. Mais je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai défaut d'information des personnes qui font ces tests. Et donc je parlais de 2018, la vente de ces données à cette big pharma anglaise, mais il y a aussi eu, parce qu'il y a en 2023, 23andMe s'est aussi fait pirater, et puis il y a 7 millions de données génétiques qui ont été commercialisées sur le Darknet parce que des pirates avaient été chercher des bases de données de 23andMe, et notamment ils ont vendu à prix d'or les données génétiques de la présidente, la CEO de 23andMe à ce moment-là. Donc voilà, donc c'est juste se rendre compte que c'est potentiellement pour ces groupes, ces sociétés privées, c'est potentiellement une mine d'or qui peut se monnayer. Donc voilà, c'est des points d'alerte, je dirais, si vous réfléchissez à la légalisation de ces tests génétiques en accès libre, ça ne concerne pas que la personne, ça concerne la famille. Et derrière, ça peut enrichir aussi des sociétés privées qui ont un intérêt commercial évident à vouloir réaliser ce type de test. Voilà. Mais après, voilà, sur la question d'une personne qui voudrait connaître ses origines ou qui voudrait connaître de manière un peu récréative, est-ce que j'ai tant de pourcentage d'origine caucasienne, africaine, voilà. Bon, ça c'est très personnel et je discuterai pas dessus. Je parlerai plus longtemps sur l'état génétique à visée médicale après. Voilà. Oui, mais si vous voulez enchaîner du coup sur les tests à visée médicale, ou est-ce que vous avez peut-être des questions déjà sur ce qui a été présenté, des choses qui vous paraissent pas très claires, des points Là, on est vraiment sur l'aspect vraiment origine pour l'instant. Est-ce qu'il y a des points Oui, vas-y. La non-patrimonialité, c'est le fait que voilà, on ne peut pas posséder le corps humain, c'est pas un patrimoine, c'est quelque chose qui est inaliénable, qu'on ne peut pas vendre, qu'on ne peut pas posséder. Donc la non-patrimonialité, c'est, si je dois le dire en deux mots, c'est voilà, la personne humaine ne peut pas être un objet. C'est ça la non-patrimonialité, je ne sais pas si c'est clair. Il faut prouver qu'on a un lien de sang pour pouvoir transmettre une concession. Et de la même manière, on ne peut pas la vendre. Voilà, donc ça correspond à cette idée qu'il y a des choses qui sont plus importantes et qui n'ont pas de valeur marchande. D'autres questions ou on passe à l'aspect santé? Allez-y. Alors sur l'aspect santé, je ne sais pas très bien par où commencer. D'abord pour vous dire que le cadre, on vous l'a présenté aujourd'hui, ces tests génétiques à visée médicale sont prescrits par des médecins généticiens ou des conseillers en génétique lors de consultations spécialisées, des consultations de génétique, au cours desquelles on explique un petit peu les enjeux d'un test qu'on va prescrire, qu'est-ce que ça va changer pour la personne, qu'est-ce que ça va changer pour sa famille, quelle est la signification d'un résultat négatif. Donc on prend le temps en consultation d'expliquer à ces personnes l'enjeu d'un test. La personne a le droit de refuser de faire ce test. C'est son choix aussi de ne pas aller plus loin en fonction de sa position par rapport aux enjeux qui auront été exposés. Donc il y a tout un accompagnement avant la réalisation d'un test à visée médicale. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui serait perdu
Si on fait un test génétique en accès libre sur Internet, il n'y a plus d'accompagnement. Et donc tout ce que vous dites sur, à partir du moment où on trouve quelque chose qui peut avoir une visée médicale, on passe la balle à un généticien, un conseiller en génétique, à un spécialiste, finalement, toute l'information pré-test, elle aura été perdue. Donc la personne n'aura pas été informée de ce que peuvent être les retentissements d'identification d'un facteur de risque. Alors après, j'ai beaucoup aimé votre intervention aussi. Souvent, on va avoir des facteurs de risque. Est-ce que c'est très grave d'avoir un risque de 10%, de 20%, de 50% ou de 80% ? Aujourd'hui, sur la prédisposition au cancer, j'ai des variants dans des familles qui vont donner un risque de 10, 20, 50, 80%. Forcément, l'interprétation qu'on va faire de ce risque, si vous recevez un papier à la maison sans explication, j'ai 20% de risque de cancer du sein, c'est énorme, mais c'est à mettre en balance par rapport à éventuellement d'autres risques. Donc tout ça, je pense que c'est des choses qu'il faut expliquer aux personnes, il faut prendre le temps de discuter, et on ne peut pas recevoir un résultat comme ça à visée médicale tout seul à la maison. Je vous dis ça parce que justement, on a cette expérience d'avoir reçu des personnes qui ont fait ces tests génétiques, et je raconte l'histoire de cette personne qui m'a beaucoup marqué. On a essayé de pas mal communiquer sur son histoire, mais c'est un jeune homme d'une trentaine d'années qui fait un test génétique parce que pour Black Friday, on lui a proposé son génome. Donc le génome, c'est l'ensemble du patrimoine génétique pour, je ne sais plus, quelques dizaines d'euros, peut-être 150 euros. Donc il se dit, tiens, par curiosité, justement, je vais avoir mon génome, séquencer mon génome, voilà, puis d'avoir sur ma clé USB mon génome, ça, pourquoi pas, c'est intéressant. Et voilà. Il a reçu par mail ses résultats, et on lui a dit qu'il était atteint de 2 prédispositions génétiques au cancer, très graves, pour lesquelles il y avait une liste de symptômes, de maladies potentielles, de risques, de prise en charge. Donc il s'est retrouvé ça tout seul chez lui avec ce résultat. Et donc, forcément, il était un peu perdu. Il a contacté l'Institut Curie, c'est un Parisien, pour dire, voilà, je viens de faire ces tests génétiques là sur Internet, regardez mes résultats, j'ai 2 syndromes de prédisposition au cancer, je suis hyper inquiet, est-ce que vous pouvez me recevoir ? Donc, on l'a reçu. Alors, pour vous dire qu'il y a des délais de consultation, c'est quelqu'un qui a finalement été vu avant d'autres personnes qui avaient vraiment un réel intérêt d'être rencontré en consultation de génétique, mais on a répondu à sa demande. On a fait des tests génétiques pour confirmer les résultats. Donc, c'est la Solidarité nationale qui a financé ces tests. Il avait, donc, en résumé, il avait des prédispositions qui pouvaient donner un haut risque de cancer colorectal. Donc, il a expliqué qu'il avait du sang dans les selles. Donc, finalement, on dit, bon, peut-être par prudence, ça serait bien de faire une coloscopie quand même, parce qu'un de ces gènes donne... Donc, si c'était un test à visée médicale qui a révélé réellement la présence d'une prédisposition chez ce monsieur, on ne va pas prendre le risque, en attendant d'avoir les résultats, de laisser courir un cancer. Donc, finalement, il a fait une coloscopie qui a été remboursée par la Sécurité sociale. Il a été revu en consultation de génétique. Et puis finalement, on lui a dit que ses résultats, c'était 2 faux positifs. Il n'avait ni l'une ni l'autre de ces 2 maladies. Donc il a fait une coloscopie pour rien et c'était probablement des hémorroïdes. Et puis lui, il a été très inquiet pendant 3-4 mois de savoir s'il était atteint de cette maladie génétique. Donc nous, on l'aurait vu en consultation de génétique. Vous disiez tout à l'heure, peut-être voir les personnes pour expliquer, comprendre pourquoi ils auraient envie de faire ce test génétique, discuter avec eux, même peut-être sans prescrire un test génétique. Ce monsieur, on l'aurait pas forcément reçu. Enfin, on l'aurait reçu, mais on lui aurait peut-être pas proposé d'analyse génétique, puisqu'il n'y avait pas de raison, en regardant ses antécédents familiaux, de s'inquiéter sur une possible prédisposition génétique. Et voilà. Bon, ça, vous allez dire, c'est anecdotique, mais pas tant que ça, parce que quand on regarde la littérature, on voit que ces faux positifs, c'est pas que quelques sociétés qui rendent ces résultats ces faux positifs. Donc il y a aussi les laboratoires qui font ces analyses. Les laboratoires, aujourd'hui, du service public, c'est des laboratoires qui sont agréés par l'Agence de la biomédecine, avec des biologistes qui signent des comptes rendus qui engagent leurs responsabilités. Donc il y a un encadrement, si vous voulez, même au niveau pratique de la réalisation de ces tests génétiques. Je pense qu'il n'est pas demandé à ces sociétés privées étrangères qui font ces tests. Alors vous dites, si on légalise, on pourrait demander à ce que ces personnes, ces sociétés, les biologistes qui signeraient ces comptes rendus d'analyse génétique soient agrémentés de la même manière que des biologistes qui font ces analyses à visée médicale. Donc pourquoi pas ? Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment bien planter un cadre qui permette de donner des résultats fiables. Et voilà. J'ai beaucoup de choses à dire, je sais pas. On a le temps. Après, je sais pas si vous voulez aussi réagir sur... n'hésitez pas. Il y a aussi la question de, voilà,
vouloir connaître un risque. Moi, je veux faire un test génétique à visée médicale parce que si j'ai un risque, je vais être pris en charge de manière adaptée. Le test génétique peut aussi révéler ce qu'on appelle des variants de signification inconnue. Donc plus vous allez, je ne sais pas si on vous en a parlé, pas forcément. En fait, quand on fait une analyse génétique, on va regarder la séquence d'un gène et regarder si finalement cette séquence elle est différente d'une séquence consensus, une séquence de référence qui est celle de monsieur et madame tout le monde. Et on va regarder s'il y a des variants génétiques qui vont être impliqués dans une augmentation de risque. Donc il y a des variants pour lesquels on sait, c'est très clair, on sait conclure, ça c'est un variant pathogène qui va donner un risque de développer de manière très élevée une maladie génétique. Et puis il y a des variants, on ne sait pas très bien quoi en faire. On ne sait pas très bien dire si ce variant, est-ce qu'il va donner vraiment un risque de cancer du sein, est-ce qu'il ne va pas donner de risque de cancer du sein, comment gérer cette incertitude. C'est pas forcément toujours très simple. Alors vous allez me dire, oui, mais si c'est quelque chose de signification inconnue, autant pas le rendre. Oui, mais alors si la personne a fait un test génétique à visée médicale et qu'on n'informe pas de ça, et puis finalement, 1 an après ou 2 ans après, on se rend compte que c'est une prédisposition au cancer, on aura peut-être rassuré faussement une personne. Mais je pense qu'il y a aussi des contextes, c'est-à-dire qu'il y a certains variants où on va se dire, a priori, il est pathogène, il est causal, mais en fait, l'expressivité de cette variation, en dehors d'un contexte familial, clinique particulier, va peut-être pas être la même que ce qu'on a l'habitude de voir par rapport aux familles qu'on rencontre en consultation. Donc l'interprétation, alors ça fait un peu boule de cristal, on a un variant, on essaie de prédire quel va être l'impact de ce variant sur le risque d'une personne. Aujourd'hui, on a beaucoup d'études qui ont été faites avec la présence de ces variants dans un contexte particulier, mais est-ce que la présence de ce variant dans un contexte populationnel va avoir le même impact que dans un contexte familial donné? Parce qu'en fait, pour la plupart de ces maladies génétiques, on n'est pas dans des maladies dites monogéniques avec juste une mutation dans un gène. On est sur des maladies multifactorielles. Pour le cancer, pour les maladies neurodégénératives, c'est l'impact de gènes et de l'environnement, des interactions entre le gène et l'environnement, qui fait que les risques vont être importants. Donc finalement, aujourd'hui, quel est le caractère prédictif sur un risque de maladie génétique quand on trouve un variant en dehors d'un contexte particulier? Je pense qu'il est un peu incertain. Et je vous dis ça parce qu'on a dû vous parler du projet Périgénomède. C'est un projet justement, alors on pourra retoucher un mot aussi de ce qui est le diagnostic prénatal ou néonatal. Donc Périgénomède, c'est l'idée de se dire, et je pense que c'est un très beau projet, de se dire, mais en fait, pourquoi on attendrait dans une famille d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique pour commencer à faire du conseil génétique et du dépistage chez les apparentés, qui est à risque de développer cette maladie génétique. Je prends l'exemple peut-être un peu connu de la mucoviscidose. Aujourd'hui, c'est une maladie génétique où finalement, pour faire du conseil génétique et des tests dans des familles, on attend d'avoir un premier enfant atteint de mucoviscidose pour ensuite tester les frères et sœurs, les cousins, cousines, pour évaluer le risque. Et donc du coup, la question c'est de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire du diagnostic préconceptionnel, de voir un couple qui pourrait être à risque d'avoir un enfant atteint de mucoviscidose? Il suffirait de séquencer le gène CFTR chez l'un des parents, chez l'autre parent, et de regarder si les deux ont une mutation dans le gène CFTR. Et si oui, ils ont tous les deux une mutation dans le gène CFTR, oui, ils auront un risque sur 4 d'avoir un enfant atteint de mucoviscidose. Donc ceux qui veulent ce diagnostic préconceptionnel, c'est tout à fait louable et c'est très bien. Mais on va aussi trouver des variants de signification inconnue sur le gène CFTR. On va trouver des variants, on va se dire, est-ce que ça, si jamais on transmet ce variant-là, est-ce qu'on est sûr que ça donnera la mucoviscidose? On ne sait pas très bien. Et puis sur le diagnostic néonatal, c'est-à-dire ce projet Périgénomède qui est de dire, finalement, quand un enfant naît, est-ce qu'on va attendre que la maladie s'exprime? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des stratégies de surveillance un peu plus tôt, si jamais il y a une maladie génétique qui permettrait de mettre en place des soins tôt? C'est aussi un très beau projet. Mais là, la semaine dernière, il a été discuté un variant dans un gène où clairement on a l'impression que cette mutation dans ce gène-là pourrait donner un risque de cancer pédiatrique, donc des cancers de l'enfant, mais on n'en a pas la certitude. C'est-à-dire que la personne, le couple là, qui vient d'avoir un bébé, on va lui rendre un résultat en disant on a trouvé une mutation dans ce gène TP53. C'est un gène qui peut donner des cancers pédiatriques chez l'enfant.
Mais on ne sait pas très bien si votre enfant va être à risque de développer cette maladie. Parce que dans ce contexte-là, est-ce que vraiment il va avoir un risque de cancer? Il faudrait mettre en place une surveillance. Voilà. Donc ce couple va grandir potentiellement avec un enfant, sachant qu'il va avoir un risque potentiel de développer un cancer. S'ils n'avaient pas participé à ce projet, je pense qu'ils auraient... Voilà. Alors après, vous allez me dire, oui, mais s'il est suivi, qu'il développe vraiment un cancer, c'est bénéfique. Oui, mais là, on a trouvé un variant où même, c'est une RCP, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire, où il y a tous les grands spécialistes généticiens qui se réunissent tous les mois en France pour parler de ça. Ils étaient pas d'accord sur le fait de dire est-ce que vraiment on va avoir un risque de cancer augmenté ou pas. Ils ne savent pas. Donc en fait, on va générer peut-être une angoisse pour ses parents. On va mettre en place une surveillance qui finalement, sans certitude de savoir qu'on sera bénéfique pour l'enfant de mettre en place cette surveillance. Donc voilà, donc si c'est pour révéler un enfant atteint de mucoviscidose avec 2 mutations de NCFTR en néonatal, bah c'est parfait, on mettra en place tout de suite la prise en charge pour retarder l'apparition des symptômes, etc. Mais on va aussi générer des situations un peu compliquées. Donc voilà, donc en fait, le message, c'est de dire attention, même ces tests génétiques à visée médicale, on n'a pas de certitude, il reste beaucoup d'incertitudes aussi. Donc s'ils sont faits sans accompagnement, sans consultation, sans explication, aujourd'hui, ça me paraît... voilà, je pense que vous avez une petite idée de mon avis sur la question, au moins sur ces tests à visée médicale. Je pense que ça doit rester quelque chose du domaine d'une prescription dans un contexte professionnel, avec des personnes informées, accompagnées, avec lesquelles on peut discuter des résultats. Et puis l'expérience de ce patient dont je vous ai parlé, qui vient finalement sonner à la porte en disant « Au fait, j'ai fait un test, maintenant j'ai besoin de votre aide ». Et c'est la société qui a payé finalement son test, sa surveillance et ses consultations génétiques. Bon, c'est... Voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir. Est-ce qu'il y a une réaction là peut-être, notamment des membres du groupe qui étaient plutôt en faveur de la légalisation des tests dans un but médical, avant qu'on passe aux autres intervenants? Dans notre groupe, on n'était pas forcément pour l'accès aux tests en libre accès pour un usage médical. Cependant, je comprends la précaution pour, que vous venez d'expliquer pour limiter ces tests. Mais en sachant que ces tests, si j'ai bien compris, reposent sur des résultats très probabilistes, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, est-ce que ça n'induit pas, in fine, de retarder les avancées de la recherche par rapport à ces résultats? Est-ce que ça ne freinerait pas les progrès, justement, de la recherche par rapport à ces résultats et à ce principe de précaution? Ce que je comprends là avec votre question, c'est finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à permettre de généraliser un peu ces tests génétiques prédictifs, pas que dans un contexte clinique particulier, mais de le généraliser à la population, pour faire avancer aussi les connaissances, parce qu'effectivement, on générera des données populationnelles pour avoir des informations plus précises sur l'estimation des risques. Je pense que vous avez raison, je pense que ça permettrait d'avancer. Je vais prendre un exemple clair, c'est que sur la prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire avec des mutations de BRCA1, il y a un certain lobbying pour dire que ça serait bien de tester un peu tout le monde, de savoir qui dans la population a une mutation de BRCA1 ou de BRCA2, ces deux gènes qui donnent des risques très élevés de cancer du sein, pouvant aller jusqu'à 70% dans les familles qui sont vues en consultation de génétique. Mais en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est les variants de ces gènes, quand ils sont en dehors d'un contexte familial où il existe déjà des cancers du sein et de l'ovaire, probablement les risques ne sont pas si élevés. Et que finalement, si on avait des études populationnelles pour dire, voilà, est-ce que tous les individus porteurs d'une mutation BRCA1 ou BRCA2, est-ce qu'ils ont vraiment le même risque de 70%, ou est-ce que dans un contexte non familial, sans antécédent de cancer du sein chez les apparentés, est-ce que finalement le risque ne serait pas plus faible? Donc ça, c'est vrai qu'on aurait ce type d'informations, mais en attendant, vous allez dire à une femme, parce qu'elle serait porteuse d'un variant pathogène dans le gène BRCA1, les données qu'on a aujourd'hui, c'est de dire que vous êtes à risque très élevé de cancer du sein. On va vous surveiller tous les ans à partir de 30 ans avec des IRM, des mammo et des échos. On peut discuter de chirurgie mammaire préventive. Donc après, il y a des femmes
comme le choix qu'a fait Angelina Jolie de faire une mastectomie bilatérale préventive, qui vont peut-être s'orienter vers cette chirurgie, alors que finalement, elle va avoir l'idée qu'elle va avoir un risque de 70% de cancer du sein. Mais si on trouve une mutation du gène BRCA1 dans un contexte où il n'y a pas de cancer du sein dans la famille, est-ce que vraiment cette personne a un risque de 70% de cancer du sein et n'aurait pas un risque de 30 ou 40%? Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à faire une mastectomie bilatérale préventive chez une femme Est-ce qu'on ne risque pas aussi de générer de l'anxiété, de l'inquiétude et des passages à l'acte de patientes pour des risques pour lesquels on n'a pas encore beaucoup d'idées? Donc oui, la recherche ferait avancer les choses. Mais de là, je dirais, à généraliser finalement ce type d'analyse génétique et de généraliser le dépistage BRCA1, BRCA2 en population générale, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à ça. Il manque des données pour vraiment affiner. Et puis, je vous rends votre question juste après. Et je pense que la recherche aussi, est ce à quoi elle travaille aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, le cancer c'est une maladie multifactorielle et il n'y a pas que cette mutation BRCA1 qui va avoir un impact. Il y a aussi probablement des interactions avec des mutations d'autres gènes, des composantes, ce qu'on appelle polygéniques, un environnement familial, je veux dire, un environnement pas que génétique, je veux dire, c'est l'environnement dans lequel aussi on vit. Donc, il y a de la recherche à faire avant de généraliser ce type d'analyse en population. Et quelqu'un qui voudrait faire ce test génétique à visée médicale sans antécédent familial, je pense qu'il nous manque aujourd'hui encore pas mal de choses pour pouvoir faire un conseil génétique adapté. Merci. Voilà, c'est un peu tôt, je pense. Oui, pardon. Moi, j'avais juste une question concernant peut-être l'écosystème, on va dire, médical autour de ça. Est-ce que la question génétique est encore quelque chose de très confidentiel dans le milieu médical? C'est-à-dire que c'est uniquement des généticiens et des personnes affiliées en fait, qui peuvent en parler, qui connaissent les risques, qui connaissent ces principes de précaution que vous énoncez? Ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui commence à être diffusé, ou beaucoup de praticiens commencent à s'en saisir? Enfin, voilà, c'était plutôt... Je pense que ça reste encore... assez peu connu, et donc tout à l'heure quand j'écoutais votre présentation, vous disiez effectivement que il pourrait y avoir aussi des relais des professionnels pour expliquer tout ça. Je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui de formation des spécialistes, parce qu'il n'y a pas que en fait, les prescripteurs de tests génétiques, c'est pas que les généticiens et c'est pas que les conseillers en génétique. Les spécialistes aussi peuvent prescrire des tests génétiques, donc des cardiologues pour chercher des pathologies cardiaques héréditaires, des neurologues pour chercher des maladies neurodégénératives. Donc la prescription d'un test génétique, elle n'est pas faite que par les équipes de génétique. Maintenant, souvent, ces spécialistes, ces cardiologues, ces neurologues, quand ils trouvent des maladies génétiques, ils passent la balle tout de suite au service de génétique de leurs hôpitaux pour qu'il y ait un bon conseil génétique qui soit fait aux patients. Voilà. Donc, il y a clairement, ils n'ont pas l'expertise, la compétence qu'ont les généticiens ou les conseillers en génétique, mais ils ont ce réflexe de dire, voilà, là on a prescrit un test, on a trouvé une mutation dans tel gène qui va donner telle maladie, maintenant je vous envoie vers mes collègues, mais il y a un accompagnement médical quand même derrière, et ce n'est pas un laboratoire privé qui a rendu un résultat, et qui va, voilà, il y aura quand même eu un contact avec un médecin, qui aura quand même quelques notions de génétique et des risques que ça peut avoir aussi, parce que, je ne l'ai peut-être pas assez dit aussi, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure pour les tests à visée récréative ou pour connaître les origines, c'est que ça implique la famille. Et c'est vrai que ça a été on a légiféré sur cette question et que depuis la révision de la loi de bioéthique de 2011, on doit, avant la prescription d'un test génétique, le prescripteur doit informer la responsabilité qu'ont les personnes qui font un test génétique d'informer la parentèle en cas d'identification d'une altération génétique. Donc, est-ce que tous les spécialistes, les cardiologues, les neurologues qui prescrivent ces tests prennent bien le temps d'expliquer la question de la dimension familiale, l'information à la parentèle? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ils ont connaissance de cet enjeu familial-là. Et je ne suis pas sûr que les sociétés privées aujourd'hui qui font ces tests ne respectent clairement pas ce cadre légal d'information à la parentèle. Oui. Alors, depuis le début que je participe à ce comité, j'ai pas eu la réponse. Je vous cite, il faut prendre le temps d'expliquer. Donc, d'après vous, en combien de temps un face-à-face permet à une personne qui reçoit l'information de réellement comprendre tout ce qui a été édicté par un technicien? Merci. C'est une question difficile parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses,
en consultation. Alors nous, nos consultations, elles durent en moyenne 30 minutes. Donc c'est quand même des consultations longues où on prend le temps avec les personnes d'expliquer déjà on refait un arbre généalogique parce que c'est notre outil de travail aussi, on va reprendre les antécédents familiaux. Donc ça prend un peu de temps, mais après, voilà, les explications sont longues, il y a beaucoup de choses à dire, et ce qui est retenu par toutes les personnes qu'on voit en consultation derrière, clairement, c'est pas 100%. Donc effectivement, il faudrait sûrement renouveler l'information, rediscuter des choses, et on voit bien quand on prescrit un test et qu'on a expliqué les enjeux du test, quand on réinterroge les personnes 3-4 mois après, quand on leur rend les résultats, clairement, tout ce qui a été dit lors de la première consultation a été un peu oublié, et il faut quasiment tout reprendre à chaque fois. Donc le temps d'explication, il peut être long, mais ce qui est vraiment retenu derrière, à mon avis, il n'est pas. Je pense qu'il y a j'ai pas la littérature en tête, mais je pense qu'il y a des études qui montrent qu'il n'y a que 10 à 20% des informations transmises en consultation initiale de génétique qui sont retenues par les personnes qui font ces tests. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Quel temps il faudrait? Je ne sais pas. Après, ça dépend un petit peu quelle est la question posée. Est-ce que si on se dit j'ai des antécédents dans ma famille, j'aimerais faire un test génétique pour voir si je suis concerné, c'est des consultations qu'on fait aujourd'hui, et c'est des consultations de 30 minutes. Maintenant, s'il fallait recevoir toutes les personnes qui voudraient faire un test génétique pour connaître des risques vis-à-vis d'une maladie, d'une prédisposition, c'est tellement large, il y a tellement de maladies, il y a tellement de... que ça pourrait être des consultations d'1 heure, mais... Je vous propose, parce que comme il nous reste encore après 30 minutes d'échange, je propose qu'on passe peut-être juste à la réaction des deux autres intervenants sur l'aspect vraiment médical, si voilà, ce qui a été dit, ça suscite des réactions. Et après, on fera la pause et après, les échanges. Alors, sur l'aspect médical, j'ai évidemment beaucoup moins de choses à dire que mon voisin. Mais je crois que le raisonnement, il est plus éthique que juridique. L'éthique, c'est un peu le questionnement qu'on peut avoir sur quel est le bon comportement confronté à une situation qui pose question et difficile. Quel est le bon comportement au regard de mes valeurs, ma philosophie. Et je crois que on touche là, et je crois que ce qui vient d'être dit et les questions qui ont été posées le montrent très bien. On touche à deux valeurs fondamentales qui sont maniées par l'éthique et dont a dû vous parler Jean-François Delfrécy qui est venu vous voir. C'est d'un côté l'autonomie et de l'autre côté la solidarité. D'un côté, la liberté de la personne, du patient, de recourir à ces tests génétiques à visée médicale. Et donc, la question de dans quelles conditions cette liberté est exercée, avec le consentement, l'information, à quoi est-ce qu'on consent, est-ce qu'on le sait vraiment. Et donc, d'un côté, cette autonomie, et de l'autre côté, la solidarité, qui est une forme de responsabilité vis-à-vis du collectif, de la société, des autres concitoyens. Et du coût potentiel que ça peut avoir pour la société. Il a beaucoup été question de coûts. Voilà. Dans quelle mesure est-ce qu'on doit pouvoir exercer cette autonomie, cette liberté, compte tenu des coûts induits pour la société? Ça, c'est, je crois, un cadre de pensée qui est le bon. Voilà, donc je pense que sur le plan médical, du moins, je pense que c'est en permanence cette recherche d'un équilibre entre d'un côté liberté, de l'autre responsabilité, autonomie, solidarité. Je pense que c'est un peu ce cadre de pensée qui doit vous guider. Et après, sur le plan juridique, vous pouvez vous raccrocher à ce que je disais tout à l'heure sur la dignité de la personne humaine, mais aussi la liberté individuelle, de connaître ses origines, son identité, et puis la protection de la santé, qui est pour le coup aussi un principe que garantit notre droit et qui, pour le coup, lui, est collectif. Et donc, qui va plutôt se placer du côté de la responsabilité et de la solidarité. Voilà. Alors moi, j'ai encore beaucoup moins de choses à dire que mes deux voisins. Non, je ne crois pas avoir ni l'autorité ni les compétences pour dire quoi que ce soit. Sinon, pour vous remercier, parce que je pense que j'ai appris beaucoup plus de choses en venant ce matin à votre rencontre que si je n'étais pas venu. Donc, merci beaucoup. On a à peu près 40 minutes. Donc, on a quand même un temps assez confortable d'échange. Ce que vraiment je vous propose de vous se mettre vraiment dans une dynamique que après vous allez retourner dans votre groupe et vous allez avoir 2 heures pour finaliser vos travaux sur ces scénarios. Après on n'y retouche plus. Donc là c'est vraiment important que vous bénéficiez de la présence de nos experts pour pouvoir
dans une dynamique de vraiment reconstruire vos propositions et les approfondir. Donc essayer de vraiment repenser un petit peu à chacune des étapes et poser des questions qui vont vous permettre de trouver des solutions aux problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Et voilà, donc juste pour vos questions, peut-être ayez bien ça en tête. Juste peut-être en amorce, moi j'avais juste une petite question peut-être pour Monsieur Dolin. Vous, en tant que généalogiste, quelle serait l'implication d'une légalisation d'un test généalogique, enfin d'un test en accès libre pour connaître ses origines? Quelles seraient les implications sur vous? Peut-être juste cet aspect-là, on ne l'a pas beaucoup à évoquer et je pense que c'est important. Pour nous, en tant que professionnels, alors il y a deux choses. J'ai distingué tout à l'heure la généalogie successorale de la généalogie familiale. Dans le cadre de la généalogie successorale, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt puisque le lien est juridique, donc d'ordre culturel et non pas biologique. Donc il y aurait très peu d'incidence de ce point de vue-là. En revanche, du point de vue familial, aujourd'hui, alors il y a un cas de sanction qui n'a pas été évoqué par mon voisin et pour cause, c'est le cas de ce qu'on pourrait appeler le recel de test. Aujourd'hui, nous, on interdit à nos professionnels de faire des recherches sur la base de tests qui sont illégaux puisqu'ils ont été réalisés à l'étranger. Demain, la principale conséquence, c'est que ça pourra permettre à un certain nombre de nos professionnels d'accompagner les gens qui feraient des tests, cette fois-ci légaux, et de retrouver des membres de leur famille à travers des recherches généalogiques qui prolongeraient en fait ces tests. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Très clair et je vous laisse la parole. J'ai lancé la course. Il y a eu plein d'échanges pendant la pause, là, vous les avez alpagués pour avoir plein de questions. Et du coup, même s'il y a des questions que vous avez évoquées avec eux là, pendant la pause et qui vous paraissent importantes d'informer le groupe, c'est le moment aussi de faire un petit retour aussi sur les échanges que vous avez pu avoir et d'approfondir ensemble. Oui, c'est une question pour monsieur Tissandier. Aujourd'hui, quelle est la position par rapport au droit de connaître ses origines, finalement? Est-ce qu'il y a une tendance à vouloir privilégier le droit de l'enfant à connaître ses origines par rapport à ce qui est écrit dans la Convention des droits de l'enfant, ou à protéger, là on a parlé de l'accouchement sous X, en fait, au niveau des éléments. Donc, quelle est un peu la tendance juridique? Et finalement, est-ce que le droit de connaître ses origines, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, n'a pas de portée constitutionnelle, mais voilà, comment, par rapport à ce débat, ça peut se situer? Merci. C'est une très bonne question. Alors, il n'y a effectivement, à ma connaissance, pas de principe de valeur constitutionnelle qui garantirait la recherche des origines. C'est pas une question qui se pose évidemment pour les tests génétiques, pour la bonne raison qu'ils sont interdits. C'est une question qui se pose beaucoup plutôt en termes de filiation. Effectivement, dans les cas de PMA notamment. Et vous savez probablement que dans la dernière loi de bioéthique de 2021, on a créé tout un cadre qui permet aux personnes qui sont issues d'une procréation médicalement assistée d'avoir un accès à leurs origines dans certaines conditions. Donc ce droit existe, il n'a pas été formulé comme principe de valeur constitutionnelle. Je crois qu'il peut être poursuivi sous le pavillon de le droit à la vie personnelle et familiale, en particulier en matière de filiation. Je crois que c'est ça le bon principe auquel raccrocher cette recherche des origines. Voilà, mais en dehors de ce sujet de la filiation et de la mise en œuvre qui en est faite dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, c'est pas un principe juridique très dense et qui a été beaucoup appliqué. Il pourrait avoir vocation à s'appliquer dans le cadre des tests génétiques, mais c'est vrai qu'à ce stade, en dehors de la PMA, voilà, il n'est pas mis en œuvre tous les jours. Peut-être juste sur la dernière évolution de la loi bioéthique avec le droit qui a été reconnu pour les enfants nés de dons de gamètes. Peut-être là c'est intéressant de faire le lien aussi avec cette balance qui a été mise entre le droit de savoir et le droit de connaître.
Donc il y a eu en effet cette évolution qui a d'ailleurs créé une commission qui s'appelle la CAPAD, je crois, qui vient en parallèle du CNAOP. Le CNAOP existant depuis un moment étant en fait plus dédié aux personnes nées sous X et qui souhaitent avoir des informations à leur majorité. Et là, c'est un peu le même système à la majorité de la personne née avec don de gamètes qu'elle peut s'adresser pour demander des informations. Mais il me semble que dans les débats parlementaires, en fait, il a vraiment a été pris en compte l'importance de ne pas revenir en quelque sorte sur le contrat qui avait été formulé avec les donneurs de gamètes. Parce que les donneurs de gamètes qui ont déjà donné des gamètes, ils n'avaient pas donné leur accord à la levée de l'anonymat et au fait que finalement les personnes nées de ces gamètes puissent, 18 ans plus tard, venir les contacter. Donc il y avait cette recherche d'équilibre qui avait été mise en œuvre et qui a abouti à ce que ce soit en fait finalement pour l'avenir et pour un avenir un peu lointain, vu que les personnes nées n'arriveront à leur majorité que dans, donc, je crois que c'est 2022 plus 18, 2040. Et Madame la députée vous en a un peu évoqué ça hier. Donc, il faut bien se dire qu'avec ces tests, on a renoncé à récréatif, en libre accès, en accès libre. Eh bien, des personnes parfois sont contactées et finalement s'y attendaient pas du tout, n'étaient pas au courant. Et pareil, finalement, pour les personnes nées sous X. Et en France, il y a vraiment finalement, le législateur est très attaché, parce qu'il ne l'a pas remis en cause, à ce système de l'accouchement sous X, avec l'idée que si on remet en cause l'accouchement sous X, eh bien, il y aura peut-être finalement plus d'avortements, voire d'infanticide, en fait. Donc ce sont des intérêts divergents, en fait, en balance. Et le législateur a pris pour l'instant les décisions qui lui semblaient le plus adaptées aux situations. J'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il n'y a pas une voix féminine avant Camille qui veut s'exprimer? On essaye d'alterner les prises de parole pour s'assurer qu'il y a un bel équilibre de voix. Vas-y. Juste une question par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que dans un pays où les tests génétiques sont devenus légaux en libre accès et que l'accouchement sous X est aussi possible, est-ce qu'on a eu du coup une hausse des cas d'infanticide, d'avortement? Parce que est-ce que du coup on a déjà des données dans d'autres pays ou c'est juste des spéculations? Un peu des spéculations, mais je crois qu'en fait le dispositif de l'accouchement sous X de mémoire est très français, qu'il n'y a pas d'équivalent total dans d'autres pays. Enfin, je ne sais pas, peut-être que généalogiste, non ça... Moi, j'ai pas de. Oui, parce qu'en fait, il n'y a trop pas de d'idées, lien de filiation non, du tout avec on n'effectue pas de recherche pour des prestataires étrangers, oui. En fait. C'est très rare, donc j'ai pas du tout d'idée. Donc, de mémoire, en fait, on est un des rares pays où ça existe vraiment sous ce format-là. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas mettre en place la technique comparative exposée par Adrien Tissandier sur l'évolution du droit, mais ça aurait été bien. Non, je voulais juste apporter un point sur ce que vous parliez du don de gamètes. Il y a quand même un point où le législateur s'est un petit peu planté là-dessus. Après, c'est mon avis perso, mais c'est que la levée de l'anonymat pour les enfants qui souhaiteraient effectivement plus tard connaître leur ascendance est probablement une bonne chose, mais le problème, c'est que ils ont oublié un petit truc, c'est qu'à la base, ils avaient déjà un énorme déficit de donneurs de gamètes avant cette loi, et que le fait que maintenant
l'anonymat puisse être levé, n'a pas spécialement créé un engouement pour le don. Ce qui fait qu'en créant cette loi, ils ont créé une pénurie qui était déjà... Enfin, ils ont amplifié une pénurie qui était déjà là. Donc du coup, il faut faire très attention quand on lève de l'anonymat sur de la donnée génétique et sur de l'ascendance, parce que en voulant bien faire, en voulant respecter le droit de l'enfant, là, ils ont créé un problème qui est considérable pour tous ceux qui veulent avoir accès à de la PMA ou à ce genre de choses, qui vont galérer pour trouver des donneurs dans les 15-20 ans à venir, parce que plus personne n'a envie de donner, au risque de se faire retrouver 15 ans plus tard. Alors, il y a un vrai déficit sur les ovocytes, donc sur les gamètes qui viennent de la femme, moins, vraiment significativement moins sur les spermatozoïdes. Et il y a eu une autre évolution en fait en même temps dans cette même loi qui a été l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes, qui a eu lieu au même moment et avec un besoin de gamètes, de spermatozoïdes, dont on a pensé que ça allait encore accentuer le déficit. Et finalement, pas tant que ça. Mais peut-être qu'il y a eu des dons, enfin, c'est ce qu'on suppose, il y a peut-être eu des dons un peu militants, c'est-à-dire de la part d'hommes pour défendre la possibilité pour des femmes en couple avec des femmes, donc des couples homosexuels femmes, d'avoir des enfants. Donc, en tout cas, sur les spermatozoïdes, c'était pas, pour l'instant, c'est pas net. Après, peut-être que si ce qu'on estime être des dons militants se tarissent, on verra, mais on n'a pas le recul nécessaire actuellement pour ça. Mais c'est vrai que quand une loi est adoptée, on ne sait pas. Finalement, il y a plein d'impacts qu'on ne mesure pas, même si on essaye de faire des études d'impact. Mais on a été très surpris, par exemple, de voir qu'il y avait énormément de jeunes femmes, mais de jeunes femmes de 18-19 ans qui demandaient, qui s'inscrivaient pour finalement un parcours d'assistance médicale à la procréation toute seule. On ne s'attendait pas du tout à ces demandes-là. En fait, on pensait que ça pouvait être des femmes qui arrivent à un âge où elles vont bientôt plus pouvoir avoir d'enfants biologiquement, qu'elles demanderaient à bénéficier de ces avancées. On ne s'attendait pas du tout à ce que des femmes qui n'aient pas du tout besoin biologiquement de ce processus fassent ces demandes. Donc c'est vrai qu'une loi, surtout sur un plan biologique, il y a souvent des surprises. Oui. Après, on va se concentrer un petit peu sur les tests en accès libre, mais allez-y, bien sûr. Ouais, peut-être juste un petit complément sur ce sujet de l'accès aux origines, le droit d'accès aux origines et cette commission. La question du consentement du donneur demeure. Et le consentement est très important pour les tests génétiques, on en a parlé, avec la question de savoir à quoi on consent, etc., l'information. Il me semble, sous le contrôle d'Ingrid, qui connaît très bien ce sujet-là, que l'accès aux origines, on a un accès aux données non identifiantes du donneur, et si on veut lever l'anonymat, il faut qu'il y ait un consentement du donneur. Et en quelque sorte, cette commission joue le rôle de tiers de confiance, mais il n'y a pas de droit absolu à connaître ses origines dans le cas d'un don de gamètes. Ce qui vous met aussi sur la piste de ce qu'on disait tout à l'heure sur la liberté de rechercher ses origines. La plupart des droits et des libertés, même quasiment tous, ne sont pas absolus. Ils s'exercent dans un cadre qui est celui de la société et ils trouvent une limite qui est les autres droits, les autres principes, les autres libertés, collectives ou individuelles. Et donc, voilà, peut-être pour refaire le lien avec les tests génétiques, il faut toujours se poser la question de, voilà, si on veut faire droit à un principe, à une liberté, il faut toujours se poser la question de jusqu'où, quels sont les autres principes, quels sont les autres droits, quelles sont les autres libertés sur lesquelles on va potentiellement empiéter, de quelle manière, et jusqu'où. Voilà, donc je crois que c'est un bon exemple aussi, celui de la filiation, et sur un sujet qui est commun aux tests génétiques que la recherche de l'identité. Et voilà, il faut toujours avoir en tête ça. Les droits et les libertés s'exercent dans un cadre où existent d'autres droits et d'autres libertés qu'il faut aussi prendre en compte.
Merci beaucoup. Il y avait une autre question par ici. Oui, alors Monsieur Tissandier a donné des éléments de réponse à ma question, c'est très bien. Parce qu'hier dans notre groupe, on évoquait justement le droit des enfants nés sous X à connaître leurs origines grâce à des tests en libre accès. Dans ce cas précis, est-ce que les tests en libre accès, à ce moment-là, deviennent-ils un problème ou une solution ? J'ai un petit vertige là. Hein. C'est-à-dire que personne n'est sous X, a priori, a désiré qu'il n'y ait pas de lien de filiation avec la personne qu'elle a mis au monde. Bon. Le test génétique peut avoir pour conséquence, peut avoir pour effet de lever cet anonymat. Bon, ça suppose, j'imagine, que les deux personnes aient fait un test et qu'il y ait un recoupement qui se fasse. Je ne sais pas dans quelles conditions ce recoupement peut se faire. Enfin voilà, je pense que mais c'est une hypothèse qui existe certainement, mais qui donc remet en cause cet anonymat qui est la naissance sous X et qui normalement doit être respecté. Donc de ce point de vue, ça peut être un problème. Après, pour la personne qui cherche à connaître son identité, c'est une forme de solution. Mais qu'est-ce que peut apporter cette solution derrière ? Ça dépend toujours du consentement de l'autre personne. Donc c'est, je crois, ni un problème. Enfin, ça peut être un problème, mais c'est pas forcément une solution. Mais c'est quasiment impossible pour moi de vous répondre. Ouais. Ça dépend de la situation. En tout cas, à cadre juridique constant, il est vrai qu'il y a un frottement certain, voire une collision entre le principe de la naissance sous X et la possibilité de faire des tests génétiques qui potentiellement lèvent cet anonymat. Mais on peut se poser la même question pour les dons de gamètes. Il n'y a pas de droit il y a un droit à connaître certaines données sur le donneur, mais pas son identité. Et ça aussi, ça peut être remis en cause par un test génétique sur la recherche des origines. Donc vous voyez que voilà, il y a des frottements et même des collisions possibles. Donc ça peut effectivement être un problème. Donc des frottements juridiques, éthiques. Oui, tout ça. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas si mes compars sont des compléments. Tout d'abord, sur le point précédent, donc les donneurs d'avant la loi de 2021 peuvent s'adresser à la CAPAD pour dire qu'eux, ils seraient d'accord pour lever l'anonymat. Donc ça, c'est un premier point. En revanche, ma compréhension des textes, c'est que depuis 2021, les donneurs acceptent par principe, en donnant, la levée de leur anonymat auprès de la CAPAD aux 18 ans de l'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant souhaite, enfin le nouvel adulte, souhaite avoir accès à l'identité du donneur post-2021, eh bien, il pourra avoir accès. Et si la personne ne veut pas, si le donneur ne veut pas qu'on ait accès à son identité, il ne faut pas en fait qu'il continue à donner depuis 2021. Sur la question des personnes nées sous X, nous, les informations qu'on a eues, c'était que en l'état actuel des bases de données, en fait, qui sont à l'étranger, hein, on l'a vu à plusieurs reprises, de ces bases de données de tests faits en libre accès, les personnes pouvaient déjà avoir de bonnes chances d'avoir accès à l'identité de la femme qui a accouché sous X. Parce qu'il y a, par recoupement, en fait, enfin, c'est ce que nous indiquent les associations des personnes nées sous X, disent que par les cousins, les liens, en fait, ils contactent les personnes, les familles, et qu'ils arrivent à avoir cet accès en faisant, bien sûr, eux-mêmes le test. Voilà. Après, on n'a pas de retombées et d'études qui nous indiquent comment ça se passe, si le contact est pris, comment la femme le prend, si elle répond, ce que ça veut dire pour la famille adoptante, enfin toutes les conséquences, on n'a pas du tout de recul là-dessus. Parce qu'encore une fois, comme c'est illégal en fait de faire ça en France, c'est vraiment compliqué d'avoir ces données-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment répondre à cette question.
Merci. Je pense qu'il y a un élément de réponse quand même dans le fait que les comparaisons se font avec des gens qui sont dans la base de données. C'est-à-dire qu'une personne qui, pour une raison X ou Y, souhaite ne pas faire connaître son identité et son patrimoine génétique, donc il ne fait pas de test génétique, on ne va pas retrouver son identité à elle précisément. Donc on peut supposer que quelqu'un qui a eu ce parcours de vie qui l'a amené donc à un moment donné à faire le choix d'un accouchement sous X, si elle veut protéger son identité, en termes d'information minimale, je pense que c'est au moins de comprendre que si elle fait un test génétique, elle prend le risque de faire connaître son identité alors qu'elle ne le souhaite pas. Donc c'est vrai que par recoupement, on peut deviner, ou une approximation, mais en réalité, une manière de se protéger, c'est aussi de ne pas faire le test. Oui, sauf que par les apparentés, comme ce sont des familles où il y a du secret, même du côté des autres enfants ou des neveux, des nièces, ils peuvent être eux-mêmes à la recherche d'informations. Je peux. Ouais, je voulais juste compléter sur la notion justement de consentement, parce qu'on peut légitimement se dire qu'une femme qui a accouché sous X ne va pas du tout donner droit à une demande. Le problème, c'est que le test n'engage pas que soi. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et dans la récente affaire pénale qui a été élucidée à partir de résultats de tests, ce ne sont pas les présumés coupables qui avaient fait les tests. C'était des cousins, c'était des oncles. Et après, c'est le service d'enquête qui a pu dire quelles étaient réellement les personnes qui étaient soupçonnées du crime en question. Là, c'est la même chose. On peut tout à fait imaginer une femme qui, à un moment donné de sa vie, a souhaité accoucher sous X, qui a refait sa vie, qui a laissé ça de côté, et ses propres enfants ou ses petits-enfants, demain, vont faire le test et la mettre dans une situation évidemment difficile, parce que pour les enfants qui sont nés après, il y aura forcément cette question, ce doute. Voilà. Donc il faut revoir ça à la lumière du consentement, et le consentement de la personne qui a accouché sous X, et pas forcément le consentement du donneur ou des gens qui vont analyser les tests demain. Et puis, je pense que c'est aussi la révélation d'enfants illégitimes. Enfin, c'est pas que les donneurs mais voilà, des secrets de famille avec des enfants illégitimes. Finalement, c'est pas mon père. J'ai matché avec une autre famille. Je reprends contact avec cette famille en disant, on est de la même famille en fait. Et voilà. Donc, ça lève des secrets ça peut lever des secrets de famille aussi. Donc, si c'est pour un intérêt judiciaire, pour identifier des coupables de crimes, ce dont on parle, c'est ce qu'on appelle la généalogie génétique, et ça permet d'identifier effectivement des coupables, mais si c'est pour lever des secrets de famille et mettre des familles dans l'embarras, c'est discutable. Dans le cadre donc de la légalisation des tests génétiques en libre accès, alors j'exclus toujours un petit peu le côté médical, mais on voit donc par rapport au test en lui-même, etc. Mais si on veut voir un petit peu plus loin, donc le libre accès est accordé. Ok, il va falloir des structures où les gens donc, vont pouvoir acheter les tests, faire les analyses, etc. Donc, ils obtiennent les résultats. On disait tout à l'heure, il faut un accompagnement. Cet accompagnement, donc, il y a des vérités effectivement qui ressortent. Donc, on vient tout juste d'en parler. Donc, tout ça va toucher vos 3 professions respectives. Et c'est très bien du coup que vous soyez là. Ma question s'adresse à vous 3. Il va y avoir donc un besoin de conseillers génétiques, merci. Il va y avoir également besoin de généalogistes et également donc du milieu juridique, d'avocats ou autres, pour si jamais il y a donc des conflits familiaux par exemple. Est-ce que vos professions sont conscientes de ça, et est-ce que vous avez l'effectif pour assurer cette charge de travail supplémentaire? Alors je vais commencer juste parce que moi je pense que je suis pas dans l'histoire. À mon avis, si c'est pas à visée médicale, je pense que si c'est juste pour connaître les origines, finalement qui ne dévoilent pas de problème potentiel de santé, je vois pas bien en quoi vous voyez, on disait tout à l'heure, il y a besoin d'un accompagnement. Ça, je pense que c'est indispensable pour des tests génétiques à visée médicale.
Vous avez tout à l'heure parlé d'une anecdote où vous aviez pris 4 mois de votre temps en décalant des rendez-vous et autres pour un monsieur qui a fait juste un test. Non, justement. En fait, il a fait les deux. Lui, il a eu accès à son génome, à toutes ces données génétiques, et on a extrait de ces données génétiques des informations à visée médicale. Et c'est dans ce cadre-là qu'il nous a contactés. Mais quelqu'un qui ferait un test génétique pour connaître ses origines géographiques ou connaître des origines... Je pense que là, il n'y a pas besoin d'accompagnement. C'est vraiment pour les questions autour de la santé qu'il faut que ces tests génétiques soient accompagnés et encadrés par des professionnels. Là, je ne vois pas bien si on légiférait, on donnait l'accès aux origines et à la curiosité géographique, on va dire. Quelle serait notre utilité derrière? Pas besoin de conseillers génétiques ou de généticiens, à mon avis. Donc après, voilà. Mais même les psychologues, oui, alors c'est ça. Après, sinon, c'est plus le généalogiste, voilà, le fait de retrouver quelqu'un de sa famille, de révéler un secret de famille, mais on n'est pas sur la question de la santé. Alors, sauf s'il y a besoin d'un accompagnement psychologique derrière, en disant finalement je suis pas le père de mon père, je suis pas le fils de mon père, pardon. Non plus, je suis pas le fils de mon père, et que là peut-être effectivement ça peut révéler des situations compliquées pour des personnes qui font ce test. Mais il n'y a pas d'enjeu médical derrière sur une prédiction d'un risque de maladie. Alors pour le juge, il y a effectivement des questions qui peuvent se poser. Alors peut-être plus pour le juge judiciaire que pour le juge administratif, parce que quand il s'agit de l'identité de la personne, d'état civil, etc., on parle quand même plus de litiges qui peuvent naître et ressortir de la compétence du juge judiciaire. Je pense qu'il peut effectivement y avoir des situations dans lesquelles la découverte d'une généalogie qui ne correspond pas à l'état de connaissance antérieur peut créer des conflits d'héritage, de filiation, même d'identité. Enfin, j'imagine par exemple qu'une personne qui apprend qu'elle est finalement de parents d'une nationalité différente et qui voudrait accéder à cette nationalité, par exemple, pourrait le faire. Donc il y a potentiellement des sujets de cet ordre-là. Maintenant, je crois que ça ne s'est jamais vraiment présenté devant le juge. Et puis pour répondre sur le côté charge de travail, le juge judiciaire est en général beaucoup plus... il y a une embolisation de la justice judiciaire qui est certaine, avec un nombre d'affaires très importante et donc un temps peut-être plus contraint. Pour le juge administratif, c'est moins le cas, mais effectivement, c'est des réflexions qui, je pense, sont légitimes et que vous devez avoir. C'est quelles sont les conséquences de tout ça, quels sont les moyens publics, et la justice est un service public, c'est jamais autre chose qu'un guichet, hein. Qu'est-ce qu'on est prêt à consacrer comme temps de service public, de justice à ces questions-là. Donc ça suppose de faire un peu de prospective, de se demander les types de litiges qui pourront naître de ces situations. Voilà ce que j'identifie moi, mais je pense que ça reste à ce stade assez résiduel, je pense. Alors nous, en tant que généalogiste, pour l'accompagnement, d'un point de vue des effectifs, écoutez, une activité qui se développe et qui embauche, c'est plutôt bon signe. Donc j'ai envie de vous dire, ce serait bien. Et c'est pas un problème en soi. En revanche, il faudrait qu'on soit très attentif aux modalités. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aurait un effort de notre part dans la formation. Comment on accompagne, comment on fait des recherches à partir de tests qui ont été effectués, comment on accompagne les personnes, comment on demande le consentement à d'autres personnes qui auraient un lien de parenté. Voilà, il y a plein de choses qui mériteraient ensuite d'être développées au sein de nos professions. Et puis, parallèlement à ça, il y a des choses qu'il faudrait qu'on s'interdise, qu'on continue à s'interdire. Je veux dire, par exemple, faire des recherches dans un cadre, même dans un cadre successoral, même si les conclusions ne pourraient pas être produites, faire des recherches avec ces tests sans l'accord des personnes, ce serait pas tout à fait, ce serait pas éthique. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'il faudrait qu'on adapte, mais après tout, c'est le lot de toute profession, c'est de voir les évolutions et de s'adapter à ces évolutions.
Moi, j'ai une question du coup en complément de ça. C'est-à-dire que vous dites du coup qu'il n'y aurait pas besoin de généticien, mais la question c'est qui traduit ces résultats-là? Comment est-ce que c'est traduit en fait Alors, ce sont les personnes qui interprètent. En fait, donc, d'un point de vue pratique, vous envoyez un échantillon d'ADN qu'on extrait à partir d'un prélèvement salivaire, par exemple, ou d'une prise de sang. On séquence l'ADN et ensuite, il y a des biologistes qui sont là pour interpréter les séquences d'ADN. Alors, comme ça n'existe pas en France, je ne sais pas qui interprète les origines dans les labos étrangers. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'interprétation des séquences d'ADN, elle est faite par des personnes qualifiées, donc soit des médecins biologistes, soit des pharmaciens biologistes, soit des scientifiques qui ont une formation pour interpréter ces variations génétiques. Parce que derrière, il y a besoin de toute une expertise. Alors, encore une fois, c'est difficile parce que moi, je parle vraiment sur le côté gènes actionnables pour lesquels il y aurait des risques et des choses à mettre en place derrière. Il y a tout un travail derrière d'un spécialiste pour dire est-ce que cette variation elle va avoir un impact ou non sur l'augmentation d'un risque. Voilà. Donc ça peut être des heures aujourd'hui quand on fait des séquençages de génomes prescrits par des généticiens à la recherche d'une maladie génétique. Dans le cadre du plan France Médecine Génomique 2025, c'est quelque chose qui est actuellement fait en France. Les biologistes, ils passent des heures à analyser le génome d'un patient pour identifier la cause d'une maladie génétique. Donc voilà, les personnes qui analysent ces variations génétiques, c'est des biologistes. Pour analyser, je dirais, les origines, je pense que ça peut être des outils informatiques, des IA, qui peuvent ensuite dire, voilà, on a... Parce qu'en fait, comment ça marche pour identifier les origines génétiques, c'est pas... On ne cherche pas des mutations particulières qui pourraient être responsables d'une pathologie particulière. On cherche des variants génétiques qui sont plus fréquents dans certaines populations. Et c'est comme ça qu'on arrive ensuite à identifier l'origine géographique des personnes. Donc là, ça peut être fait par une IA, des non-médecins, en disant voilà, j'ai tant de variants. On a ce qu'on appelle... Parce qu'en fait, il y a deux méthodologies pour étudier l'ADN. Vous avez soit le séquençage de l'ADN, où vous générez la séquence entière d'un gène ou d'un génome, soit vous avez ce qu'on appelle des puces à ADN sur lesquelles vous avez mis plein de variants génétiques, des milliers et des milliers de variants génétiques, et vous savez que si vous avez ce variant-là, c'est un variant qu'on retrouve dans une population plutôt caucasienne, ce variant-là dans une population plutôt... Voilà. Donc après, ce sont des analyses statistiques qui disent que vu la fréquence de variants d'origine caucasien, cette personne a tant de pourcentage d'origine caucasienne. Donc après, c'est des analyses qui ne sont pas forcément faites par des biologistes, des médecins. Un bioinformaticien peut faire ce type d'analyse, à mon avis. Ça, c'est pour les origines, mais du coup, pour la filiation, c'est pareil. Pour la filiation, je pense qu'on est comme pour les origines. Parce qu'en fait, c'est ça. Ce qu'on va chercher en faisant de la généalogie génétique, c'est on va chercher des homologies de variants. Donc, en fait, c'est quel est le nombre de variants, le pourcentage de variants partagés entre deux individus. Et donc là, il n'y a pas besoin de séquencer un génome, de séquencer tout le patrimoine génétique pour chercher une cause d'une maladie. Il suffit de faire des puces, finalement. Et je pense que c'est comme ça que travaillent finalement les sociétés à l'étranger. Certainement, elles travaillent plus avec des puces à ADN qu'avec un séquençage du génome d'une personne, parce qu'ils vont chercher des variants. Et ensuite, c'est en faisant des matchs de « Ah, là, il y a tant de variants. Statistiquement, cette personne, elle appartient à cette famille-là, parce qu'en fait, pour partager autant de variants, c'est qu'ils sont apparentés. » Donc ça, c'est le principe de la généalogie génétique. Une petite remarque par rapport à ça, sur le plan juridique évidemment. Il me semble que le cas allemand de ce point de vue est intéressant sur la différenciation du cadre juridique en fonction de l'usage, ce qui peut être intéressant pour votre scénario numéro 1 qui n'exclut ni la recherche des origines ni l'usage médical. Il me semble que dans la loi allemande, il est précisé que lorsque ces tests sont faits à vocation médicale, il y a obligatoirement un accompagnement médical qui doit être proposé par la société qui fait le test. Pour répondre précisément à tout ce qui vient d'être dit, et voilà, je crois que c'est un exercice qui est très différent, la généalogie par test génétique et la recherche médicale sur la base du génome.
Et donc de ce point de vue aussi, juridiquement, rien n'empêche d'avoir un cadre différencié qui s'adapte aux usages en fonction de leur particularité. Et je crois que du coup c'est le cas allemand, il me semble. Ainsi, Monsieur Tessandier, si vous pouvez préciser, est-ce qu'on a besoin de beaucoup légiférer pour autoriser, par exemple, si on partait sur une hypothèse du réseau des pharmacies, la capacité de ces officines à recevoir ce type de tests récréatifs génétiques pour recherche d'origine? Votre question, c'est si vous voulez autoriser, mais seulement aux pharmaciens. Non, c'est pas très difficile à faire sur le plan juridique. Après, vous avez, quand on dit légiférer, il y a plein de manières de légiférer. Et alors, nous, on se pose toujours la question au Conseil d'État, quand le gouvernement se présente avec un projet de loi, etc., de la nécessité de légiférer. Parfois, il n'est même pas nécessaire de légiférer. Parfois, des mesures réglementaires sont suffisantes. Ça dépend du niveau de normes dans lequel vous vous placez. C'est ce que je disais un petit peu dans mon propos introductif. Si vous considérez que simplement vous autorisez ces tests et que en fait leur pratique, ça tombe soit dans le droit de la consommation, soit dans la protection des données, que tout ça est déjà prévu et que ça va pouvoir rentrer dans ce cadre-là avec peut-être un peu d'interprétation du juge pour voilà, ça peut être assez simple. Si vous considérez qu'il y a tout un corpus juridique qui doit être créé parce que c'est une question qui est très sensible, très complexe, là, ça peut être un peu plus compliqué. Mais sur cette question spécifique de permettre aux pharmaciens de le faire, alors non, c'est pas compliqué. Après, il faut s'assurer qu'il y a un cadre qui entoure tout ça. Et là, c'est un peu plus compliqué et les options sont, à mon avis, assez nombreuses. Je ne sais pas si je réponds pleinement à votre question. Ouais, tant mieux. Pas de questions de femmes. C'est la discrimination positive, c'est des mesures. Non ? Vas-y. Je voudrais juste me lancer dans un petit test sur la non-patrimonialité. On dit que pour les tests généalogiques, on a besoin d'une énorme base de données pour faire des comparaisons. Et du coup, moi, si j'envoie mon test, pour moi, il va être comparé à une base de données. Mon test va faire partie de la base de données. Et du coup, est-ce qu'il ne deviendrait pas le produit ? Et du coup, est-ce qu'il ne serait pas utilisé à des fins commerciales en devenant le produit? Ou une partie du produit, en tout cas. Alors, je pense qu'il y a une question d'ordre scientifique et je laisserai peut-être Antoine de Pau vous répondre là-dessus. Mon intuition, c'est que oui, potentiellement, il y a un usage commercial de la donnée. Et donc, ce qui est important, c'est le consentement. J'imagine que quand on fait ces tests en ligne, enfin, qu'on ne fait pas en France, mais quand on les fait, on coche des petites cases sur l'usage qui sera fait derrière de nos données de santé. Alors, est-ce qu'il y a un sujet du coup de non-patrimonialité du corps humain? Je ne sais pas, encore une fois, c'est un principe dont j'ai l'intuition qui pourrait jouer dans le cas des tests génétiques, mais qui n'a encore jamais été appliqué, et de fait, parce que du point de vue du droit français, ces tests n'existent pas. Il me semble que justement dans le cas des lancers de nains, le consentement du nain avait été... n'est pas suffisant. Voilà, c'est ça. N'est pas suffisant. C'est ça. Et vous constaterez d'ailleurs que cette personne de petite taille a témoigné dans les journaux il n'y a pas si longtemps, je crois, il y a 2 ans, pour les 30 ans de l'arrêt Morsang-sur-Orge, et disait moi, en fait, j'ai perdu mon travail, je voulais continuer, et voilà, on m'avait juste privé d'une activité économique. Effectivement, il y a une partie de ce principe de dignité de la personne humaine pour lequel le consentement ne suffit pas. Les tests génétiques, je ne saurais pas vous répondre aujourd'hui, mais peut-être qu'un consentement, dans le cadre des tests génétiques, permettrait de surmonter cet obstacle constitutionnel. Mais effectivement, c'est une bonne question. Le consentement n'est pas toujours suffisant. D'autres questions? Vous êtes parés là à bloc? Vas-y Camille.
J'en ai juste une sur le point de vue des métiers de la génétique en général. Parce que pour moi, on est sur des métiers qui sont éminemment intelligents, qui demandent des niveaux d'études qui sont considérables, etc. On est entièrement d'accord sur le sujet. Vous parliez tout à l'heure des IA. À quel point les IA aujourd'hui sont capables de supplanter au final un généticien qualifié et qui est dans ses fonctions, quoi. Parce que c'est quand même des choses qui au final sont de la comparaison point par point sur des variants, sur des choses comme ça, chose que l'IA est très à même de faire. À quel point aujourd'hui l'IA, entre guillemets, menace ce type de métier ou peut le supplanter? C'est une question difficile. Je pense que pour l'instant, dans nos laboratoires d'analyse génétique, l'IA n'a pas encore remplacé le biologiste. Mais clairement, ça sera un outil qui aidera l'interprétation de variants. Parce que comment on classe un variant aujourd'hui, c'est en utilisant des bases de données internationales, c'est en évaluant une prédiction, et on se sert de tout ça pour dire là le variant va avoir un effet pathogène ou le variant a un effet neutre, bénin. Et donc plus il y a de données, plus c'est difficile à interpréter. Donc l'IA pourra aider dans la compilation de ces données pour arriver à un classement de ces variants. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas encore dans nos laboratoires l'IA qui a remplacé ou même qui aide beaucoup. Alors moi, je ne travaille pas au laboratoire, donc je ne suis pas forcément la personne la plus compétente là pour vous aider, pour répondre à cette question. Mais encore une fois, là, il y a deux analyses différentes qui sont faites. C'est la comparaison de fréquence de variants dans des populations et la présence d'un variant particulier qui peut avoir un impact sur une maladie. D'accord. Et après, sur le multifactoriel, c'est-à-dire éventuellement le polygénique avec l'environnement, là, peut-être que l'IA aussi aidera en disant, voilà, c'est difficile quand il y a une mutation dans un gène, on peut éventuellement prédire quel sera l'impact de cette variation. Mais quand il faudra intégrer tel variant plus tel variant plus tel variant dans tel environnement, peut-être que là, l'IA nous aidera à mieux affiner l'estimation d'un risque qu'aujourd'hui, on aurait bien du mal à évaluer. Merci beaucoup. On en a terminé avec cette audition. Merci infiniment à tous les trois, Monsieur Depeau, Monsieur Tissandier, Monsieur Delin. Pas fini en fait. Alors, je ne veux pas militer, mais je voulais juste vous dire qu'il y avait un documentaire qui avait été fait par un excellent journaliste d'investigation qui s'appelle Olivier Tosquer, qui s'appelle ADN Business, la face cachée des tests grand public, qui a été diffusé sur Arte en 2025, donc c'est un documentaire très récent. J'ai regardé là, malheureusement, il n'est pas en accès libre, donc vous ne pouvez pas le regarder comme ça en replay. Mais si vous avez un moyen de le voir, honnêtement, je pense qu'il vous apprendra plein de choses. Alors ça arrive peut-être trop tard par rapport à vos auditions, mais pour votre culture générale aussi, je pense que si vous avez le temps de regarder ce documentaire ou trouver un moyen de le regarder, voilà, encore une fois, c'est ADN Business, la face cachée des tests grand public. C'est disponible sur Arte, mais je crois qu'il faut des codes pour pouvoir le visionner. Mais en tout cas, je l'ai vu, il est extrêmement bien fait. Il reprend plein de choses en lien avec justement les origines, les problèmes des tests médicaux, des tests génétiques à visée médicale, les risques qu'on peut prendre par rapport aux assurances aussi, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la loi française nous dit qu'on est protégé, qu'en aucun cas, un assureur peut vous demander des informations génétiques pour adapter votre cotisation. Mais il y a des pays, par exemple en Nouvelle-Zélande, où aujourd'hui, les assureurs peuvent fixer les cotisations en fonction des caractéristiques génétiques des personnes. C'était à 2 doigts de passer aussi en Suisse. Donc tout ça, c'est expliqué dans le documentaire, et je pense qu'il a fait un travail d'investigation internationale, et vous apprendriez aussi beaucoup de choses sur le sujet. Donc je vous le conseille. Voilà. Merci beaucoup.